Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous accueillir ici au village. Donc, quelques mots peut-être pour me présenter. Donc, je suis François Tinel, je suis le directeur des entreprises du territoire et des flux de Crédit Agricole Normandie-Seine et accessoirement le président du village où vous êtes présent ici. Alors peut-être pour vous présenter le village, c'est un accélérateur de start-up. Donc sa vocation, c'est de prendre des entreprises innovantes et d'en faire demain des entreprises de grande taille normande. C'est ça le motif, en leur apportant un certain nombre de services, d'innovation, de prestations, évidemment d'accueil, mais surtout de faire de la mise en réseau, de faire de la connexion entre ces entreprises, des partenaires, dont un est présent ici, Candor, et d'autres entreprises, de faire de ce village, et c'est ça notre vocation globale au-delà des startups, un hub de relations, de création de réseaux pour créer de la valeur dans un écosystème global à Rouen évidemment, mais au-delà sur la région, qui permettent d'apporter de la valeur, d'attirer des entreprises, de les maintenir, de leur permettre de se développer. Donc, bienvenue au village. C'est le deuxième événement d'importance qu'on fait en 2 semaines avec plus de quelques personnes. Donc, on est heureux vraiment de pouvoir recommencer, heureux de vous accueillir en plus sur un sujet qui est un sujet clé, qui interroge nos convictions, mais aussi nos pratiques. Et vous avez là une table assez impressionnante d'intervenants pour discuter du sujet. Donc, je suis désolé, je ne pourrais pas rester avec vous parce que j'ai moi-même mon truc à côté à animer, mais j'aurais vraiment adoré rester avec vous. Mais comme vous n'êtes pas venu ici pour m'écouter parler, je vais passer la parole à Florence, oui, un trouble, excuse-moi, pour présenter la journée. Merci Bonne journée. beaucoup, merci. Merci François, merci beaucoup pour l'accueil, merci aussi à Dimitri. Bonjour à toutes et à tous. Moi d'abord, je suis très contente de me retrouver parmi vous, enfin, alors à la fois avec pas mal de monde en Teams et c'est bien aussi, mais aussi avec des gens en face de moi, avec qui on va pouvoir échanger. Ça fait presque 1 an en fait qu'on n'a pas eu cette occasion-là, et il y a des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps et que j'aime beaucoup, et en fait ils m'ont vachement manqué. Donc voilà, c'est un message personnel, mais ça me touche particulièrement de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je suis Florence Pavageau, je suis déléguée régionale du groupe La Poste en Normandie. Et effectivement, juste en quelques mots aussi pour parler du sujet parité à la Poste et puis ensuite pour accueillir nos intervenants, peut-être vous dire que dans notre groupe, on est nombreux, 250 000 personnes en France, un peu moins de 10 000 en Normandie. Le sujet de la parité, il est comme dans l'ensemble de vos entreprises un sujet un peu majeur de préoccupation. Il y a aussi évidemment le sujet de la diversité. On a le sujet du handicap qui est aussi un sujet très fort chez nous au quotidien. Alors on a quelques chiffres. Les chiffres sont plutôt flatteurs, un peu plus de 52% de femmes. On a effectivement une progression importante des femmes aussi au niveau des strates intermédiaires des cadres. Pour autant, le sujet il reste entier. Moi, je fais partie des délégués régionaux du groupe. On est 13. Il y a 4 femmes. C'est très compliqué de les faire venir, de leur proposer ces jobs qui sont magnifiques, mais on a du mal. Donc, on a du mal sur toutes les strates de cadres, en fait, pour véritablement aller chercher les gens, pour faire sauter aussi les stéréotypes et les freins. On a créé en 2019, je pense qu'elle est connectée... Cécile, un réseau de parité qui s'appelle Une. Et en fait, dans ce réseau, il y a des ambassadeurs et des ambassadrices qui sont présents sur tout le territoire et qui vont porter cette bonne parole, en fait, et véritablement essayer de monter des actions locales autour de ce sujet si important. Voilà, et concrètement, d'essayer vraiment de trouver des leviers. Sur le sujet de la parité, pour moi, en tout cas, c'est une responsabilité très personnelle et c'est aussi une responsabilité d'entreprise. Je pense personnellement que c'est un sujet et c'est des questions de justice sociale, d'efficacité aussi. On va en parler certainement avec vous. Et puis d'attractivité même des entreprises. Les chiffres, vous les connaissez. On a à peu près, on a moins de 30% de femmes chefs d'entreprise. Je ne parle même pas du sujet de la tech. Je vois quelques copains qui sont là parce que là, les chiffres, ils sont quand même assez catastrophiques, même si ça évolue. Mais c'est tellement compliqué à la fois de trouver des personnes qui vont y aller, puis qui vont aller chercher aussi de l'argent. Je ne parle pas des écarts de salaire. Là aussi, ça va mieux, mais il y a encore plus de 20% d'écarts de salaire au niveau des cadres. Pareil sur les employés, un petit peu moins. Donc, le sujet, il est essentiel. Il est partagé. Je pense que
Vous êtes ici à la fois au village et puis en TIS, mais il est partagé à la fois par les femmes et les hommes. Il n'y a pas de sujet autour de ça. C'est vraiment quelque chose de partagé, sauf qu'on a du mal à l'accompagner. Je pense qu'il faut beaucoup en parler. Il y a des choses à faire sauter des stéréotypes, trouver aussi des leviers. Et c'est l'objet de notre début de matinée. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Borde qui va animer cette table ronde, qui travaille dans le groupe La Poste, et puis nos super intervenants, Sonia Dubesque, que j'invite à venir se positionner à notre table ronde, Jean-Philippe Doll, André Avin, Jérôme Balla et Léo Bernard. Bon, on peut les applaudir, hein. Et puis on aura tout à l'heure, je pense qu'elle va se connecter, mais elle accompagne ses enfants, hein, comme quoi. On aura tout à l'heure en ligne et en mot de conclusion quelqu'un qui s'appelle Ayumi Moraoki, que certains connaissent. C'est la présidente de la fondation Women in Tech. Alors, c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour développer le numérique et les femmes, tous les âges, dans tous les pays. On la connaît bien. Elle était venue à Rouen il y a 2 ans au campus Saint-Marc pour une grande manifestation avec des personnes que je reconnais là-bas, Emmanuel Dacosta, Marie. Et elle interviendra en fin de réunion pour échanger, réagir à nos propos. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents pour cette table ronde sur la parité en entreprise. Merci aussi à ceux qui nous regardent via Teams, j'imagine très nombreux. Donc, cette table ronde est diffusée via Teams, est enregistrée, donc nous aurons un replay. Donc, pour ceux qui sont connectés, il y a un chat, vous pouvez poser vos questions, on y reviendra en fin de séquence. On consacrera quelques minutes aux questions-réponses. Merci à nos intervenants, à qui je vais demander de se présenter rapidement. Léo, pour démarrer. Bonjour à... Le micro, ah, c'est bon. Bonjour à tous et à tous. Du coup, moi, c'est Léo et je travaille dans les ressources humaines. Donc, au final, le micro marche bien ou pas? Ouais, c'est bon, ok. J'ai pas de l'écho. Et du coup, ça fait, c'est une de mes passions de me dire qu'en fait, en tant que RH, on a la capacité de modifier l'environnement de travail, de pouvoir permettre de choisir les gens qui nous rejoignent et de choisir comment est-ce qu'on les accueille, comment on les fait évoluer. Du coup, forcément, la parité est un sujet principal pour moi. Et je rejoins du coup Clérop il y a 2 mois avec une volonté de faire du coup de notre entreprise un exemple en la matière. Bonjour à tous, donc moi je suis André Avin, je suis en charge de la transformation digitale du groupe NatUp. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un groupe coopératif agricole, donc un secteur très masculin, mais qui se transforme énormément au travers de l'innovation et puis de l'ouverture. J'ai un parcours, j'ai commencé dans le conseil, j'ai travaillé dans la banque, dans l'assurance, et donc je suis arrivée depuis 1 an chez NatUp. Et donc le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui m'intéresse particulièrement en tant que femme, que maman, et que au travers de mon parcours, des échanges que j'ai pu avoir avec différentes personnes. Et c'est un sujet clairement important pour notre groupe aujourd'hui. Non, j'ai pas l'impression, Jean-Philippe. J'ai un truc à faire. Ouais. Allô, allô. Oui, non, on change. C'est bon. C'est bon. Donc, Jean-Philippe Doll, je dirige le groupe Candor. Candor est une entreprise du secteur de la propreté. On est le premier acteur régional. On est basé à Val-de-Reuil, 1500 salariés. On intervient à peu près dans tous les secteurs d'activité. Et je suis très heureux d'être ici parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, celui de la parité. On va pouvoir en parler tout à l'heure. Sonia Dubesque, donc moi je dirige 2 entreprises. Une première qui vend, qui loue, qui entretient des chariots élévateurs, qui s'appelle Normandie Manutention. On est 250 salariés. Et la deuxième, elle fait à peu près le même métier. Elle vend, elle loue, elle répare, mais cette fois-ci du matériel de BTP et agricole, JCB. Et elle s'appelle Axiom. Donc vous voyez 2 sociétés éminemment féminines où nous sommes plus de 300 salariés et où j'ai géré la parité en disant je prends la direction et je mets une femme à la finance et après on va laisser les hommes bosser. Bon, c'est une approche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis Jérôme Vallat, je suis un des fondateurs de Clérop, donc une boîte toute jeune, créée il y a 5 mois, et on est dans la tech, donc on est au cœur des problèmes au niveau diversité et parité, et j'ai la chance de bénéficier justement du talent de Léo pour essayer d'apprendre, de comprendre et de progresser sur ces sujets qui sont parmi les sujets non seulement d'échecs personnels dans mes trajectoires précédentes, mais en plus des sujets qui me chatouillent fortement. Donc je suis ravi de partager ce matin avec vous. Merci beaucoup. Donc, je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et la première question que j'ai envie de vous poser à tous, mais je vais me tourner d'abord vers Jean-Philippe, c'est votre définition de la parité. Pour vous, la parité, qu'est-ce que c'est? Pour moi, la parité, c'est une égalité de représentation des femmes et des hommes dans l'entreprise. Et ce que je trouve particulièrement important dans ce concept, c'est que finalement, il y a une notion qui se raccroche justement à la devise de la République, qui est l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Et finalement, quand on lutte pour faire en sorte que la parité existe dans l'entreprise, finalement, on défend une valeur fondamentale de la République, qui est l'égalité. Voilà. Sonia? Alors, forcément, autant de femmes, parce que parité ne veut pas dire pareil. Et je pense qu'on ressent les choses pas de la même façon que les hommes, parce qu'on est de l'autre côté de la barre. Donc, c'est un peu différent. Pour moi, c'est effectivement l'égalité aussi, et c'est surtout opportunité. Si j'avais, la définition de la parité, c'est les opportunités d'échange. Mais on n'est pas pareil. Et ma lutte à moi, c'est de dire, je veux bien qu'on soit égaux, je veux bien qu'on fasse les mêmes choses, ça je milite, mais je refuse d'être un homme parce que je ne suis pas un homme et j'apprécie les différences. Jérôme, peut-être. Alors, ça c'est évidemment une question compliquée. Si je voulais être un peu taquin, je dirais que c'est une sorte d'évidence naturelle que finalement l'histoire nous a amené à renier. Et moi qui ai fait bêtement des études d'ingénieur, on m'avait appris que les lois de la nature tendaient à revenir vers les positions d'équilibre naturel, et malheureusement on constate que c'est faux. Et donc on a un sujet de préoccupation majeur, il va falloir quelque part qu'on s'organise pour revenir à la parité. Et juste pour compléter quelque chose, dans la devise républicaine, ce terme d'égalité quelque part il est un tout petit peu dérangeant parce que je pense qu'il a fait partie des choses qui nous ont amenés dans des voies d'erreur. Je lui préfère le terme d'équité. Exactement comme vous disiez, il ne s'agit pas de se considérer tous égaux, il s'agit de rendre la situation équitable pour donner la même chance à chacune et à chacun. Et cette approche-là me paraît nécessaire aujourd'hui. Merci Andrea. Alors, pour moi, la parité, j'ajouterais la notion d'inclusion. En fait, pour moi, la parité, c'est d'avoir un terrain qui permet à chacun, à chacune de s'exprimer dans son entreprise, de bien s'y sentir, de pouvoir évoluer correctement. Donc, c'est d'avoir ce terrain favorable. Et puis, c'est une inclusion effectivement autour de la parité, autour de la diversité. Enfin, ça peut s'étendre à d'autres notions aussi. Et on sait qu'on gagne beaucoup de cette richesse. Donc, voilà, je dirais l'inclusion. Et du coup, Léo? À mon niveau, la parité, c'est un peu comme le recyclage quand on veut respecter l'environnement. En fait, tout le monde connaît, tout le monde sait comment ça marche, c'est facile à faire, on met dans des boîtes, mais ce n'est que le début d'un mécanisme. Et du coup, je préfère le terme américain donc, de DNY, qui est Diversity, Equity and Inclusion, donc diversité, équité et inclusion. Et au final, la parité, c'est le tout début vers une étape plus globale de vraiment avoir un monde du travail qui est plus fair pour tout le monde. Et donc, je rejoins en partie ce que tu viens de dire, Andrea, là-dessus. Alors du coup, Léo, je vais te laisser la parole encore, parce qu'on pourra maintenant parler des leviers. Quels sont les leviers qu'on peut activer aujourd'hui en entreprise pour développer la parité? Et je crois que là-dessus, tu as pas mal de choses à nous dire. J'ai combien de temps? 3 minutes. En 3 minutes, je pense qu'il y a 3 points qu'on peut faire si vous voulez agir dès maintenant. Et là, en rentrant en entreprise tout à l'heure, numéro 1, en fait, comme vous savez, le recrutement est une des manières façon d'agir sur la diversité et sur la parité, parce que vous allez amener des gens dans votre entreprise. Et du coup, il y a une première chose, c'est ce qu'on appelle du coup l'inbound. Donc du coup, c'est les gens qui postulent chez vous. Donc c'est les candidatures entrantes. Et pour ça, il y a plusieurs choses. Il faut s'assurer que votre marque employeur soit prête. Donc par exemple, en montrant, vous prenez en charge le frais de crèche, par exemple, vous acceptez le télétravail de manière globale. Mais il y a aussi, par exemple, dans votre fiche de poste, vos annonces, souvent on oublie de parler des deux genres. Et on va par exemple dire, je cherche un développeur Java.
Mais du coup, une développeuse, est-ce qu'elle a envie de postuler à un job qui s'appelle développeur? Et du coup, des choses toutes simples sont de changer les titres. Par exemple, on a recruté 2 directrices de projet en un mois parce qu'on a appelé le job directrice/directeur de projet. Et c'est tout bête, mais on a eu beaucoup plus de candidatures femmes que de candidatures hommes, juste avec un mot. C'est le poids d'un mot. Donc la première chose, c'est vraiment ça. Et dans vos annonces, pareil, on a souvent une chose qu'on fait, c'est qu'on a des termes qui des fois sont un peu agressifs. Et souvent, les termes agressifs sont liés à des termes masculins. Donc par exemple, si sur une annonce de commercial, vous mettez qu'il faut être un killer at sales, qu'il faut avoir des hard communication skills, potentiellement, on va attirer beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais ça, du coup, c'est un problème. Donc, c'est la première chose, c'est quand les gens viennent vous voir, il faut qu'ils se disent, et donc du coup, que les femmes se disent, oui, je serai acceptée. Deuxième chose, c'est quand nous, on fait des approches directes. Donc, on est dans la tech. Donc, nous, clairement, par exemple, des développeurs, ou des développeuses, ils ne viennent pas nous voir. C'est à nous d'aller les chercher. Et pour faire ça, la même chose, et encore une fois, un seul mot. Si je vais sur LinkedIn et que je fais comme beaucoup de gens en mettant développeur Java, je ne trouverai pas forcément de gens qui s'appellent des développeuses. Un truc tout bête, mais en étant développeuse, je n'ai que des développeuses. Et du coup, c'est fantastique parce que je peux chercher que des femmes si j'ai envie de recruter des femmes. Et ça, c'est tout simple, encore une fois, mais ça marche très bien. Et surveiller la recherche, alors ça marche plus sur des profils. Si vous avez des entreprises internationales, il y a le she, her en ce moment qui se fait beaucoup et des profils sur LinkedIn où les gens indiquent on l'appelle she ou her. Et donc, du coup, en mettant she, her dans votre recherche sur LinkedIn quand vous faites de la chasse, vous trouverez, encore une fois, par exemple, que des femmes. En fait, il faut avoir une volonté d'être dans la parité, une volonté d'être dans la diversité, sinon ça ne marchera pas. Et la troisième chose, j'espère que je suis dans le timing de 3 minutes. Et la troisième chose, c'est l'impact qu'on peut avoir sur la manière dont on gère le recrutement en interne. Donc, par exemple, quand on a des managers qui vont avoir des biais énormes vis-à-vis du coup des femmes, ou bien qui, je sais pas, dans l'open space, vont dire ah mais vu comment elle est habillée cette personne, c'est sûr qu'elle amènera plein de leads commerciaux. Et ça, c'est du entendu, du dit, du redit et du re-redit. Et si on ne forme pas les gens qui font passer du recrutement à ça, quand ils auront en entretien une femme, ils se comporteront de la même manière qu'ils se comportent avec leurs collègues actuels. Et donc, que fera la femme? Elle arrêtera le process. Et donc, il faut vraiment former les managers à tout ça et à se dire que dans leur approche de recrutement, mais aussi d'onboarding, donc à leur arrivée, que tout soit fait pour que la parité soit là et qu'on se dise, OK, je sais ce qui va se passer, c'est clair et c'est précis. Je pense que c'est les 3 points sur lesquels on peut agir facilement. 1, sur les gens qui viennent vous voir, donc sur la marque employeur et sur les annonces pour qu'elles soient non genrées. 2, c'est sur votre outbound, donc comment vous allez aller chercher des gens, comment vous allez les chasser. Et là, il y a plein de manières, donc je pourrais en donner d'autres. Par exemple, une autre, c'est d'utiliser des hashtags, par exemple. Il y a eu un mouvement qui s'appelle I am an engineer, je crois, où c'était du coup une femme qui trouvait ça problématique que du coup, parce qu'elle était jolie, on allait lui proposer un job en tant qu'ingénieur. Et du coup, c'est un hashtag qui a été utilisé sur Instagram en puissance. Et donc, en prenant ce hashtag, vous trouvez des gens qui sont sensibles à ça et donc qui sont sensibles au sujet de parité et qui, une fois chez vous, permettront de faire briller la parité en interne. Donc 2, c'est la chasse et comment vous faites. Et 3, c'est former les gens qui font du recrutement en interne. Donc c'est vos RH, vos recruteurs, mais surtout vos managers. Parce qu'un RH sera sensibilisé à la parité. Un manager, peut-être moins. Donc du coup, former les gens qui recrutent. Merci Léo, c'est parfait. Ils sont tout en dynamisme sur le sujet. Jean-Philippe, peut-être, parce que du coup, le groupe Candor est quand même très impliqué aussi sur ce sujet-là. Donc, en termes de levier, de quoi vous pouvez nous parler? Pas facile de passer après lui. Hein. Je vous l'avais dit, il est brillant. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. En fait, nous, on se retrouve pas mal dans ce qui a été dit là. Je dirais que nous, l'aspect parité, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN du groupe et dans les valeurs du groupe. En fait, nous, on considère que la parité, c'est un peu comme une sorte de sous-ensemble d'une lutte contre les discriminations. Et ça fait clairement partie de nos valeurs, puisque dans les 4 valeurs qui ont d'ailleurs été édictées par un certain nombre de salariés de l'entreprise, c'est pas moi qui les ai sortis de mon chapeau, c'est une centaine de personnes avec un intervenant extérieur qui ont bossé sur les valeurs. Une des valeurs, c'est considérer chacun. Et cette valeur, en fait, regroupe tout ce qu'on peut avoir en tête par rapport à, justement, lutter contre les discriminations et faire en sorte, et finalement, la parité, c'est un sous-ensemble, je trouve, de cette lutte contre les discriminations. Donc, par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Donc, nous, ça commence aussi par la communication. Là où je retiens une idée que tu as donnée, que je trouve très bonne, c'est le fait aussi de genrer les annonces. Et ça, on ne le fait pas. Clairement, on ne le fait pas. On est encore sur des formats assez standards au niveau de nos annonces. Par contre, on fait beaucoup de communication. Et chaque fois qu'on fait passer un entretien de recrutement à quelqu'un, pour revenir sur les valeurs que j'évoquais tout à l'heure, on affiche clairement nos valeurs.
on les met sous le nez de la personne, et on leur dit surtout, sentez-vous à l'aise avec ces valeurs, et si vous ne les sentez pas, surtout, venez pas chez nous parce que vous ne serez pas bien. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et ensuite, il y a tout un processus, c'est aussi ce que tu disais, par rapport à la formation des managers intermédiaires. Et ça, pour faire en sorte qu'on lutte contre tous les a priori. Parce que les a priori, moi-même, dans le cadre de la Fédération des entreprises de propreté à laquelle on appartient, j'ai été formé justement pour lutter contre ces a priori, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on en a plein en tête. C'est pour ça que c'est un combat de longue haleine, la parité. Et donc, on forme nos managers avec la fédération. On a mis en place des programmes justement pour faire en sorte que justement ils intègrent ces notions et qu'ils soient totalement en phase avec le sujet de la parité. Merci Jean-Philippe. Peut-être Andrea sur le groupe NATUP, les leviers. Alors, chez NATUP, on est un petit peu au début de l'histoire. On a effectivement tout un plan de formation des managers, effectivement, sur tout ce qui est accompagnement des talents et le fait de valoriser l'ensemble la diversité des talents dans nos équipes. Donc ça, c'est un premier levier important de former toute la strate managériale. Au niveau du recrutement aussi, de diversifier nos sources de recrutement. On avait un historique très école d'agri, agro, secteur agricole, etc. Là, on a vraiment beaucoup ouvert le recrutement. On va chercher des talents un peu dans différents secteurs. J'en suis un exemple et il y en a d'autres. Et donc, c'est ce qui permet aussi de diversifier, d'apporter du neuf, une autre façon de voir les choses et puis de renouveler un petit peu les équipes. La diversité, en fait, dans les équipes. Tout à fait. Okay. Sonia, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, en fait, c'est une question que je me suis jamais vraiment posée parce que quand on est une femme, on n'approche pas les choses de la même façon. Donc, moi, ça m'a paru évident de mettre des femmes au commercial. Alors, j'ai un métier déjà très masculin. Donc, j'ai d'autres problématiques. C'est-à-dire que trouver des femmes mécaniciens en chariot élévateur et en matériel de BTP et agricole, il faut déjà qu'elles soient formées. Donc, en fait, je fais du prosélytisme à l'école, en amont. Mais si je n'ai pas de jeunes femmes formées, je n'ai donc pas de candidate, donc j'ai aucune chance de recruter. Victoire, j'ai une jeune alternante, mais qui est dans tous les stéréotypes. Elle n'est pas venue il y a 3 jours parce que sa mère lui a dit « tu garderas ta petite sœur ». Donc là, je pense que je vais engueuler la mère. Mais au-delà de ça, c'est compliqué. Donc, on aimerait faire, mais on ne fait pas. Par contre, dans tous les autres métiers, chez Normandie Manutention ou chez Axiom, c'est naturel. C'est-à-dire que j'ai mis des femmes au commerce. Bien sûr, mes collègues du métier m'ont dit ça ne marchera jamais. Elles sont juste meilleures que les garçons, donc tout va bien. Puis ça met une saine émulation, ça met du challenge et tout. Il n'y a pas besoin de mettre de killer et tout. Ça se fait tout seul. L'ego des uns et des autres fait que ça fonctionne. J'ai mis des femmes qui sont magasinières. Pour définir des pièces détachées, on n'a pas besoin d'être un homme. Donc ça s'est fait assez naturellement parce que étant femme, je pense que je favorise. Au-delà de ça, moi, je cherche aussi à mettre des hommes dans des endroits où j'ai que des femmes. Parce que j'ai des assistantes commerciales, etc. Là, je cherche un responsable ADV. Je désespère, je vais prendre une femme parce que je n'ai aucun homme qui postule. À la compta, je suis fière, j'ai réussi à en mettre 2. Mais pour moi, la parité, c'est ça aussi. C'est-à-dire que dans un endroit où je n'ai que des femmes, il est très, très utile d'y ajouter des hommes. Parce que ça stabilise aussi l'ensemble. Ça équilibre. Jérôme, quand on avait préparé cette table ronde, vous nous avez parlé de démarches auprès des étudiants aussi, un levier qui est d'aller voir directement les jeunes, ce que vient de dire un petit peu Sonia aussi. Oui, exactement dans la lignée de ce que vient de dire Sonia. On a, je crois, un travail qui est à faire en amont pour justement garantir que le sourcing du côté collaboratrice, collaborateur va pouvoir justement être paritaire. Il faut qu'on aille chercher loin. Nous, dans la tech, on adresse beaucoup des écoles d'ingénieurs qui sont très, très loin d'être paritaires. Et c'est compliqué à expliquer. Moi, j'ai 2 filles qui font des études d'ingénieurs dans la tech. J'en ai une qui est en France, une qui est en Suisse. En France, dans une des grandes écoles assez connues, ils sont 20-25% de jeunes femmes. En Suisse, 47%.
Et pourtant, quand on se dit comme ça, on se dit mais la Suisse, c'est pas forcément un pays réputé plus paritaire. Donc qu'est-ce qui fait la différence? On a vraiment besoin de travailler en amont. Si vous voulez juste peut-être compléter avec une chose, que j'aime bien partager mes échecs. Et il y en a un qui est intéressant, qui va revenir sur tout ce qu'on a dit. Dans une précédente aventure, j'avais créé une société et dans un cadre extrêmement sain, extrêmement épanouissant pour les collaborateurs. Vraiment lean management poussé à fond. On avait écarté toute forme de micromanagement, quel qu'il soit, etc. Et je me disais bêtement, ça va devenir paritaire parce que ça va être accueillant, donc tout le monde va s'y sentir à l'aise. Ça n'a pas marché du tout, mais pas du tout. Autrement dit, tout ce que dit Léo et tout ce que vous avez dit après, c'est absolument nécessaire. Il faut être proactif pour aller chercher la parité. Je pense que le cadre épanouissant du travail est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Voilà. Alors moi, j'avais une question sur un sujet récent. Alors, je pense que les gens n'ont pas forcément fait attention parce que bon, le contexte est suffisamment difficile, mais il y a un projet de loi qui est passé à l'Assemblée le 11 mai dernier qui vise à instaurer des quotas au niveau des grandes entreprises, dans les grandes entreprises de plus de 1000 salariés. Voilà, je voulais vous entendre sur ce sujet. Je sais que c'est un sujet un peu compliqué. Alors, la première étape, ça avait été dans les conseils d'administration, vous vous en souvenez. Bon, ça avait été diversement apprécié à l'époque, mais au final, les chiffres sont plutôt bons. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez. Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'on soit d'accord, mais peu importe, en disant il faut y aller, quoi. Moi, je crois qu'il faut vraiment y aller. Je pense qu'il faut agir énormément parce que sinon, on voit bien que naturellement, les choses ne se font pas vraiment. En tout cas, elles se font avec beaucoup de retard. Voilà, je voulais votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est partie des choses qui peuvent nous aider? Alors moi, je dirais que j'étais excessivement contre les quotas. Parce qu'en tant que femme, se faire mettre en quota, c'est affreux. Je dis souvent de façon très, très sarcastique. Le top du top, c'est d'être vieille, noire, handicapée et femme. Et puis là, normalement, on remplit toutes les cases. Mais c'est horrible d'être un quota. Cependant, dans les faits, il faut lutter contre la culture. Et ces messieurs, puisque j'aime pas cette opposition, les femmes contre les hommes, et ces messieurs, ils sont pour rien, entre guillemets, puisque c'est le fruit d'une culture qui est quand même de la nuit des temps. Il suffit de regarder dans toutes les cultures, les femmes, on les voile pas, on les met dans les maisons, on les met pas, elles ont le droit de travailler ou pas. Et c'est compliqué d'aller modifier ça. Le quota est une des solutions, c'est-à-dire que l'obligation, c'est comme un impôt. Du coup, on se recadre. Après, il faut le travailler et il faut, en amont, pour moi, donner les mêmes rêves aux petites filles qu'aux petits garçons. C'est-à-dire que le stéréotype de dire tu feras la vaisselle et ton mari fera, j'en sais rien moi, sortira les poubelles, faut le changer. Mais c'est pas facile pour moi. Donc je pense que le quota est une bonne solution. Et après, c'est la culture. Et la culture, nous, on y œuvre dans nos entreprises. Mais il n'y a pas que nous qui pouvons œuvrer sur ça. C'est la société qui doit œuvrer, globalement. Et puis valoriser les hommes et les femmes. Et ça marche, et on ne le dit pas assez, ça marche quand même bien dans beaucoup d'endroits. Quelqu'un d'autre sur la question des quotas? Moi, je suis à fond pour les quotas. Je pense que si on se donne des objectifs, on parvient à des résultats beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment favorable au fait de mettre en place des quotas. Je sais que c'est contraignant. On se dit, on n'a pas que ça à faire. Et en plus, on nous demande de respecter un pourcentage sur tel et tel type de fonction. Néanmoins, si on ne le fait pas, on va se retrouver dans une situation où quasiment rien n'aura bougé dans 20 ans. Et je pense que c'est une bonne façon de faire bouger les choses et de dynamiser et justement de lutter contre ce que tu disais, c'est-à-dire cette espèce de culture qui est très ancrée et qui est pesante. Et si on met pas des contraintes et c'est une façon de se fixer des objectifs finalement. Et c'est challengeant de se donner des quotas et c'est en même temps une possibilité d'aller beaucoup plus vite dans l'atteinte de nos objectifs. Andrea? Alors, moi, sur les quotas, effectivement, je suis pour les objectifs, effectivement, de se fixer des objectifs, une trajectoire. Et voilà, les quotas, c'est assez clivant.
Je rejoins le côté la femme quota. J'ai un peu de mal avec cette notion-là. Je pense que c'est un accélérateur. Maintenant, je pense faut éviter de se cacher derrière cette notion de quota qui devient la seule façon d'amener la parité en entreprise. Et pour moi, il y a plein de choses qui sont accessibles à toute entreprise avant de mettre en place des quotas et qui sont peut-être moins clivantes et moins polémiques dans l'entreprise. Et moi, j'aurais tendance à activer d'autres leviers avant d'en arriver au quota. Après, effectivement, ça dépend aussi de l'histoire des entreprises, de type d'entreprise, des secteurs. Enfin, je pense que c'est plus ou moins évident à mettre en place dans différents secteurs. Je pense qu'effectivement, quand on crée une start-up, une entreprise, on a partir sur une notion de quota. Je pense que ça me semble être effectivement une évidence et quelque chose à mettre en place quand on a une entreprise qui a un historique, un passé et puis une culture et puis un sourcing de compétences difficiles. Ça peut générer aussi des difficultés, mettre en difficulté même des femmes dans l'entreprise. Moi, je mise beaucoup sur les petites actions qui amènent le changement, l'exemplarité, la représentation de talents, et tout ce qui favorise. Et puis au niveau des femmes et aussi au niveau des hommes. Enfin, moi, je suis ravie de voir que aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes hommes qui partent tôt chercher leurs enfants, qui le mercredi en visio ont les enfants à côté ou sur les genoux parce que pas d'autres solutions. Et ça donne aussi c'est pour ça que je parlais d'inclusion, c'est ce qui aide les jeunes femmes à oser aussi évoluer dans l'entreprise avec leurs contraintes familiales, à trouver cet équilibre qui est quand même la clé de la parité, c'est l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et aujourd'hui, c'est une réalité pour tous. Donc effectivement, dans les startups et dans les métiers de la tech, alors je pose la question à vous deux, Jérôme et Léo, mais est-ce qu'il faut mettre des quotas ? Assez partagé sur le sujet des quotas. Une chose que j'aime beaucoup, tout ce qu'on a dit, c'est des points positifs et le fait qu'en fait, on gagne du temps et en fait, on fait un bond dans le futur du travail en faisant de la parité, en faisant des quotas, tout comme alors, l'épidémie du corona nous a amené sur un bond vers le télétravail. On n'aurait jamais gagné autant de temps là-dessus sans ça. Donc, c'est le côté positif de la chose. En revanche, je suis plutôt contre pour deux sujets parce que je trouve que ça éloigne en fait, le focus est du mauvais côté. Notre regard est pointé vers la parité et donc on oublie deux choses. De un, on oublie que la diversité, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc là, par exemple, on est tous quasiment blancs dans la salle. Du coup, c'est un problème. Clairement. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, en faisant... je dis quasiment tous. Quasiment tous. En plus, je suis ébloui par le spot, je ne vois rien. Et le deuxième problème que ça pose d'imposer des quotas, c'est qu'en fait, on est du coup tourné vers l'extérieur de l'entreprise parce qu'on va vouloir attirer des gens et on oublie ce qui passe en interne. Et moi, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'étais recruteur principalement et donc je faisais des coups d'épée dans l'eau en permanence parce que j'amenais des gens qui étaient divers, qui étaient du coup principalement des femmes dans des métiers d'hommes. Et en fait, je me rendais pas compte, mais après, ce qui se passait, parce que moi, je passais à autre chose, un autre poste, un autre recrutement. En fait, en interne, il subissait des discriminations. Et donc, en fait, ça servait à rien du tout ce que je faisais. Au contraire, c'était contre-productif parce que du coup, mes managers hommes se disaient, tu vois, on a une femme, ça marche pas, donc prends que des hommes maintenant. Et du coup, je tombais complètement dénu. Donc, je pense que le problème de la parité, c'est qu'il détourne un peu le regard. D'où ce que je disais en introduction, qui est que pour moi, c'est une manière de commencer le sujet, d'entamer le sujet. Donc, c'est pas mauvais en soi, mais c'est une manière d'aller la première marche vers l'escalier de la diversité. Je pense que c'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment tout un ensemble. Et donc, les quotas sont importants pour accélérer, mais effectivement, il y a plein de petites actions, c'est ce que tu évoquais, qui permettent aussi d'aller. Et il ne faut pas se dire c'est soit les quotas, soit des petites actions. C'est vraiment tout un ensemble qui va permettre d'avancer. Oui, et puis en rajout, je partage tout à fait tout ce que vous avez dit. Moi, je suis à fond pour les quotas, avec effectivement une certaine prudence. On voit par exemple pour la diversité, les universités américaines pratiquent les quotas depuis très longtemps. Elles n'ont pas résolu tous les problèmes pour autant, donc ça ne suffit pas. Après, ce que j'espère, c'est que les quotas sont un moyen temporaire d'accélérer
Et que quelque part après, une fois qu'on a réussi à atteindre la parité, la diversité, quelque part on a créé un cercle vertueux naturel, voilà, qui va s'auto-alimenter sans qu'on ait plus besoin de s'en occuper. Je rêve peut-être un peu, mais... Ouais, moi je pense que c'est du rêve. Oh non, mais me cassez pas mes espoirs. Ouais, je pense que c'est du rêve parce que honnêtement, moi je dirige quand même depuis plus de 20 ans les entreprises. Et bien toujours, et j'ai plus 20 ans, ça se voit. Et bien toujours quand je me présente, en général on me dit « Ah, vous faites quoi comme métier ?» etc. Et j'ai dans la foulée « Et votre mari travaille avec vous ?» Systématiquement. Donc je pense que c'est pas gagné et c'est un combat de longue haleine. Et c'est là où ça va galérer. Alors, mon grand plaisir, parce que comme je suis un peu provoque, je dis bah, « Et votre femme ?» Donc en général, là, ils disent « Ah, j'ai fait une bêtise » et ou ils partent, ou ils changent de sujet. mais dans les faits, c'est quand même ça le quotidien. Oui, mais et là aussi, je vous rejoins, on a un problème culturel, mais qui est fondamental, mais on trimballe 20 siècles et encore peut-être plus là-dessus. Donc, on va avoir du mal à régler ça. Et je pense qu'il y a une énorme part du côté de l'éducation nationale, où là aussi, malheureusement, on va aussi devoir lui remettre un peu sa part des choses. Moi, je faisais partie des papas qui, à la naissance de mes enfants, ont mis un point d'honneur à être là à 16h30 à la sortie de l'école. Je cassais ma journée en deux pour pouvoir être là. Et j'étais debout devant la porte avec une maîtresse qui se retournait vers la classe en disant « C'est l'heure des mamans, les enfants, on y va. Bonjour !» Et quand de 3 ans à 6 ans, tous les enfants de France entendent pendant 3 ans, tous les jours, c'est l'heure des mamans, je pense qu'il y a des messages qui passent. Voilà, donc c'est des petites choses. Voilà, on a une espèce de travail de fond pour essayer de faire en sorte que plus personne ne vous demande ce que fait votre mari. Voilà. Qui est quelqu'un de très bien. Mais je n'en doute pas. Je ne me serais pas permis. Alors, du coup, une fois qu'on a, on a autour de la table des représentants d'entreprises très impliqués dans la parité, est-ce qu'on peut parler de bénéfices de la parité en entreprise? Oh là. Alors là, c'est le moment où je passe en mode énervé. Attention, attention. C'est un peu le but, Jérôme. En fait, je suis désolé, mais cette question, je la trouve philosophiquement évidemment intéressante. Par contre, ça me dérange quand une entreprise pose le problème comme ça. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'on amène le sujet de cette façon-là. Un dirigeant d'entreprise aujourd'hui qui se pose la question du bénéfice de la parité, c'est qu'il n'a pas compris dans quelle époque on vivait. Il est hors course. Virez-le. Voilà, c'est simple, d'accord. Est-ce qu'on se pose la question du bénéfice d'avoir des droitiers, des gauchers, des blonds, des bruns, des petits, des grands? Non. Alors à un moment donné, quand on est dans les évidences naturelles, on ne va même pas se poser la question du bénéfice de la parité. C'est une anomalie qu'on doit corriger. La question n'est pas de savoir s'il y a un bénéfice ou pas. Voilà, je finis ma période énervée. Merci Jérôme. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cette question? Moi, je ne parlerai pas de bénéfices économiques. Mais je parlerai de bénéfices d'état d'esprit, d'ambiance, de sérénité. C'est-à-dire que je suis dans un métier un peu masculin, où les blagues au-dessous de la ceinture sont assez récurrentes. Dans les ateliers, les calendriers un peu décalés étaient classiques, c'était normal. Le fait d'avoir amené les femmes a stabilisé tout ça, a remis tout le monde à sa place, et ça a amené de la sérénité. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leurs toilettes, mais en tout cas, dans l'atelier, il n'y en a plus. Donc, ça amène quand même ce petit supplément d'âme. Ça amène aussi aux femmes, à l'inverse, quand il y a un homme dans l'équipe, une certaine stabilité. Donc, moi, je trouve qu'il y a un bénéfice plutôt moral. Économique, il y a des bons et des mauvais, et ça, homme ou femme, c'est pareil. Mais par contre, moralement, ça amène quelque chose. Oui, non, mais vraiment, encore une fois, j'ai aucun doute sur les bénéfices de la parité. C'est juste, moi, quand je vois des grands patrons du CAC 40 formaliser la question comme si c'était quelque part un projet, un investissement. Est-ce que c'est rentable, pas rentable? Là, je dois reconnaître que j'ai mes pulsions qui me reprennent. J'en suis désolé. Moi, je trouve que ça apporte beaucoup et qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices. Le fait d'avoir, par exemple, des managers ou une proportion de managers femmes important dans mon entreprise nous a permis, et c'est vraiment un cercle vertueux parce que ça nous a permis de penser à des modes de fonctionnement auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Exemple type, la gestion des rémunérations. La plupart du temps, moi, dans mon mode de fonctionnement, on ne me demande pas, je ne donne pas. Je suis un peu caricatural.
Et en fait, on sait très bien que les femmes ont un peu plus de mal à aller demander une augmentation. C'est quelque chose qui est... Alors que les hommes, on y va, même si on la mérite pas du tout, mais on va quand même la demander. Et donc, le fait de mettre et d'avoir une proportion de managers femmes beaucoup plus importante nous a fait changer notre façon de faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on regarde de quand date la dernière augmentation de la personne, et en fonction de l'ancienneté de l'augmentation, c'est le manager qui va parler de rémunération, alors que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais fait jusqu'à présent. Donc je trouve qu'il y a vraiment des bénéfices justement à apporter beaucoup plus de parité dans l'entreprise. Autre élément, nous, on a, notamment pendant la période Covid, on a vraiment été au devant de nos salariés pour savoir dans quel état d'esprit ils étaient. On a institué une sorte de baromètre social pour voir un petit peu comment ils se sentaient pendant toute cette période-là. Et donc, c'est la RH, femme, qui a pensé à mettre en place ça et qui passait entre 15 et 20 coups de fil à nos agents tous les jours pour savoir un peu comment les gens se sentaient. Et on en profitait aussi pour demander, est-ce que vous ne vivez pas des situations de discrimination, de harcèlement, etc. Et ça fait remonter des informations très intéressantes. Et plutôt que d'attendre que les gens se positionnent ou signalent des choses, je pense que cette parité qu'on réussit à mettre en place dans l'entreprise, finalement, on va au-devant des choses et on récupère des informations plutôt que de les attendre. Donc ça fait pour moi partie vraiment des bénéfices importants. Andrea ? Moi, je rejoins complètement Jérôme. On en avait parlé quand on avait préparé. Tu partages ma pulsion. Parler des bénéfices de la parité, je pense que c'est dans notre univers personnel, on est entouré d'hommes, de femmes, d'amis, hommes et femmes, et on se pose pas la question. Donc, en entreprise, pour moi, ça doit être la même chose. Et c'est les bénéfices de la parité, les bénéfices de la diversité des horizons, des façons de penser, des cultures, et tout ça, c'est de la richesse. Et c'est évident. Moi, je travaille sur les projets. On est forcément plus créatif si on arrive d'idées avec des idées différentes et des cultures. On aime bien accueillir des profils variés. Et voilà, la parité, clairement, oui, ça me semble être assez évident. Et je pense que heureusement, ça. Aujourd'hui, j'espère que c'est un acquis. Après, peut-être pas partout, mais peut-être pas encore partout. Oui. Ouais. Je vous propose qu'on passe aux questions de la salle, si vous en avez. Alors, forcément. Le temps que les questions de la salle arrivent, ou celles qui sont via le chat, moi j'en ai une pour Sonia, parce que Andrea nous a parlé d'exemplarité tout à l'heure, et on a quand même une femme dirigeante dans un milieu effectivement qu'on pourrait a priori plutôt penser masculin. Donc Sonia, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Ah, bonne question. Mon parcours, je crois que j'ai toujours voulu avoir des femmes autour de moi et je me suis toujours débrouillée d'être avec des hommes. Je voulais une sœur, j'ai eu un frère. Je voulais une fille, j'ai eu 3 garçons. Donc je pense que ça doit être mon karma. Après, comme tout le monde, moi j'ai été éduquée dans un schéma relativement classique, mais avec des parents qui voulaient que je fasse des études. Donc c'était déjà pas mal parce que j'ai des parents ouvriers. Mais mon père avait monté sa structure. Et puis, quand il y a eu la succession, il a décidé de mettre sa fille plutôt que son fils. Et là, ça a été le premier truc bizarre. C'est que ses amis, parce que dans le chariot élévateur, on commençait d'abord à la mécanique, puis on montait traditionnellement. Moi, déjà, je suis arrivée avec 3 handicaps. J'étais une fille, j'avais fait des études et j'étais la fille de mon père. Donc, ça fait quand même 3 tares profondes. Mais il n'a pas lâché. Donc, je pense que le premier exemple de la parité est mon père. Parce que lui était intimement convaincu que ça allait bien se passer et que ça allait fonctionner. Après, j'ai développé l'entreprise. Le fait d'être avec des hommes ne m'a jamais posé de problème parce que probablement que les femmes sont différentes comme les hommes sont différents. Et moi, je faisais partie de ces petites filles qui jouent aux billes, qui jouent au foot, qui jouaient peu à la poupée. Au rugby. Et qui aiment le rugby, ouais. Et pourtant, je ne ressemble pas spécialement à un garçon, mais je pense qu'on est différentes comme les hommes sont différents. Et moi, dans mes 3 fils, j'en ai un qui m'a demandé poupée, qui m'a demandé une cuisine, qui m'a demandé et qui cuisine toujours d'ailleurs beaucoup. On est différents.
Et je pense que dans mon parcours, ma chance, c'est que j'avais un certain appétit pour ce monde-là, ce qui fait que je m'y suis sentie très très bien. Après, est-ce que je me posait les questions tous les matins? Non, en me rasant certainement pas. Mais on vit avec. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été un combat. C'est-à-dire que quand je tombe, est-ce que votre mari travaille? C'est du rire. Quand on me met dans une situation en disant « Ah non, mais vous les femmes, je rebondis », je pense que si je ne suis pas victime. Et quand on est acteur, ça passe, quoi. Et c'est le message que je dis à toutes les petites filles que je croise, puisque je dis « Soyez acteurs de votre vie. Ne subissez pas, vous n'êtes pas des victimes. » Et il n'y a rien qui m'énerve plus quand une petite fille minaude ou quand une petite fille se met en position de victime, parce qu'elle se met toute seule dans le stéréotype, parce qu'elle pense que c'est comme ça qu'elle va obtenir. À l'inverse, je suis assez intraitable avec mes garçons qui font la cuisine, qui lavent leur linge et qui se débrouillent. Alors j'ai dû mal faire le boulot parce que en fait, j'ai des belles filles super heureuses, parce qu'en fait, à la maison, elles font pas les courses, elles font pas le ménage. Donc voilà, j'ai dû rater un truc, mais Je pense donc pas. en fait, dans le parcours, voilà comment ça s'est fait. Et vraiment, c'est pas se poser de questions. Et une femme peut avoir 3 enfants, être chef d'entreprise, sortir le soir, aimer boire une bière, aller voir du rugby, et puis faire attention et aller s'acheter des chaussures ou aimer des sacs de luxe. Merci Sonia. Est-ce qu'on a des questions pour nos intervenants dans la salle? Oui, Arnaud. Merci Dimitri. En fait, j'ai une question pour vous. Tout à l'heure, Jérôme t'a expliqué que tu étais notamment sensible au fait de pouvoir partager du temps avec tes enfants sur des périodes critiques de la vie, en fait. Et donc, évidemment, l'accueil, c'est l'heure des mamans, etc. Donc, sur cette base-là, en fait, ça me paraît effectivement être une injustice incroyable et qu'on retrouve dès le départ dans le temps qu'on a, nous, papa, à partager avec nos enfants à la naissance. Et donc, j'avais beaucoup milité et mis en œuvre aussi quelque chose qui s'appelle le Parental Act et qui permet de rééquilibrer ça en offrant aux salariés 1 mois versus 11 jours de congé parental pour profiter de cette parentalité, en fait, qui est, voilà, et de manière un peu plus équitable, à défaut d'être égale. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez dans vos organisations poindre dans cette direction-là? Pour répondre à la question, quand je parlais tout à l'heure effectivement de l'heure des mamans, je jetais la pierre à personne parce que moi personnellement, c'est mes filles qui m'ont rééduqué aussi au niveau vocabulaire, etc. Donc j'ai pas de leçon à donner. Pour répondre à ta question précisément, un des premiers problèmes qu'on a en France, c'est le code du travail. Aujourd'hui, il faut m'expliquer comment en 2021, le congé paternité n'est pas équivalent en termes de temps au congé maternité. On a déjà une discrimination de fait. Voilà. Donc on a encore une fois un travail vraiment de fond à faire. Et des initiatives, Léo mentionnait tout à l'heure le télétravail, on voit à quel point on a un attrait très fort des candidates sur ces aspects de working from anywhere, comme on les pousse assez loin. Alors évidemment, c'est facile, nous, à notre petite échelle. Donc je sous-estime pas la complexité dans des organisations plus grosses. Mais voilà, on voit bien qu'il y a vraiment à la fois réglementairement nécessité d'évoluer fort, et puis en même temps tout un tas d'initiatives dans l'aménagement, l'organisation du travail. C'est l'inclusion que Léo citait tout à l'heure, et toi aussi Andrea, tu en parlais. Il y a vraiment un travail sur la chaîne complète qui est à faire, et je crois que là on peut vraiment faire changer les choses comme ça. Moi, sur le congé de maternité, je pense que si on avait le même volume de congés entre les hommes et les femmes, ça éviterait de dire je ne recrute pas une femme parce que si elle fait un bébé, ça va me contraindre. Voilà. Cependant, physiologiquement, j'aurais tendance à dire que la maman rame un peu plus que le papa, en tout cas quand elle porte et qu'elle met au monde. Donc moi, je pense que le avant la naissance est quand même assez spécifique à la maman, parce que je vous jure que c'est... Moi, j'ai adoré avoir des enfants, mais enfin, cette période-là, c'est quand même pas très rigolo. Mais le après, par contre, est drôlement bien, tout étant que le papa l'utilise pour s'occuper de son enfant et ne l'utilise pas pour traverser l'Atlantique en bateau avec des potes, ce que j'ai vu aussi. Mais là, on est dans l'éducatif. Par contre, ça, effectivement, je pense que ça aurait un énorme avantage social pour les femmes, puisque, honnêtement, un congé mat, c'est facile à gérer.
Vous savez quand ça va commencer, quand ça va se terminer, alors qu'un mec qui joue au foot et qui se pète le ménisque, du jour au lendemain, il n'est pas là pendant 3 semaines. Donc, fondamentalement, il n'y a rien de plus facile que de gérer un congé maternité, mais dans l'inconscient des recruteurs, non, mais je ne prends pas une femme parce que tu comprends si elle fait un bébé. Bah ouais. Ouais, enfin, ça, je ne sais pas si c'est encore très répandu, ce genre de... Mais bon, de ne pas vouloir recruter de femmes, à cause, enfin, Et même des femmes, hein. ça me paraît incroyable. Mais juste pour reprendre par rapport à la question que vous avez posée, je pense que ce qui serait déjà très bien, c'est que sur les 11 jours qui sont octroyés, les hommes les prennent. Et nous, on fait en sorte, au niveau de l'entreprise, on fait en sorte au niveau de l'entreprise que les nouveaux, enfin les pères prennent leurs 11 jours, parce que qu'ils les prennent vraiment, parce que bien souvent, il y a là aussi cette espèce de stéréotype ou de culture qui fait que bah non, je vais pas prendre mes 11 jours. Mais déjà au moins qu'ils les prennent. Et si je peux me permettre aussi, que certaines femmes donnent l'exemple. Moi, quand on voit des personnalités politiques dont les journaux félicitent le fait qu'elles soient revenues au travail quelques jours après, etc., mais au secours, il faut condamner ça, vraiment. Là, je vais me taire. Ah bah mince, je suis désolé, c'est moi qui vous ai Parce que coupé. moi, j'ai bossé jusqu'à 2 jours avant d'accoucher. Donc. Ah, on a une question. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est pas tellement une question, c'est aussi un témoignage en complément. Vraiment un grand merci pour la qualité de ces échanges. Donc moi, je suis Christine Le Turc. J'ai la chance d'appartenir au groupe La Poste et d'être directrice exécutive pour la région Normandie de la branche service courrier colis. Donc je suis à la tête de 5000 collaborateurs en Normandie, dont évidemment une majorité importante de facteurs et de factrices. Voilà. Donc nous avons la chance d'avoir une certaine parité sur cette strate de population, mais évidemment, au fur et à mesure qu'on monte et qu'on cherche des managers opérationnels et qu'on cherche des membres de comité de direction, on a un petit sujet de ce fameux plafond de verre que les femmes se mettent elles-mêmes. Donc, ce petit déjeuner parité, enfin, toute cette communication et ces convictions posées sont vraiment à démultiplier au plus près du terrain. Voilà, c'est ce que je fais aussi, c'est ce que je m'emploie à faire aussi avec un certain nombre de collaborateurs et de collaboratrices au sein de la Normandie pour justement travailler ce plafond de verre. J'ai la chance d'avoir 4 enfants, dont une fille. Voilà, je voulais une fille, j'ai eu 3 garçons et une fille. Et je pense aussi qu'on a une responsabilité personnelle sur l'éducation de nos enfants, on l'a bien vu, et sur l'exemplarité qu'on donne aussi autour de nous. Alors c'est ce que j'appelle la technique du colibri, certes. C'est pour ça qu'il y a la notion de quota, la notion de loi aussi qui doit intervenir. Mais vraiment cette importance d'exemplarité, d'éducation de nos enfants, d'échange avec ces enfants, et justement, dès le plus jeune âge, de casser ces stéréotypes et de dire oui, c'est possible. Et par l'éducation, et l'éducation nationale a un sujet, je suis d'accord. Donc voilà, il y a peut-être aussi, au-delà du temps des mamans, au sein même des cursus scolaires, des programmes scolaires, à travailler sur le fond, sur ces sujets-là. Et ça, c'est aussi un sujet politique. Mais vraiment, je pense on doit absolument, autour de nous, par l'exemple qu'on donne, par les recrutements qu'on fait, par l'image qu'on renvoie, par l'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est aussi comme ça qu'on y arrivera. C'est ce que j'appelle la technique du colibri, mais c'est comme ça aussi qu'on y arrivera. En tout cas, merci pour la très grande qualité de ces échanges ce matin. Merci Christine. Est-ce qu'on a d'autres? Je veux bien. Merci pour ce témoignage. Je pense qu'effectivement, c'est important la technique du colibri. J'aime beaucoup cette image. Auprès de nos enfants, on a tous un rôle à jouer. Et effectivement, souvent, il y a les écoles proposent des journées portes ouvertes où on peut venir parler de nos métiers. Et c'est important de nous, en tant que femmes, de pouvoir expliquer ce qu'on fait quand on travaille dans des métiers de la tech. L'agriculture, l'industrie, c'est toujours, c'est des exemples qui leur parlent. Et donc ça, je pense, c'est vraiment important. C'est des petites choses qu'on peut tous et toutes faire et qui ont un impact important sur nos enfants. Moi, j'ai 3 filles. J'ai 3 filles qui s'intéressent à l'agriculture, qui rêvent de devenir les futurs Thomas Pesquet. Voilà, donc ça, c'est parce que voilà, elles entendent des témoignages, elles écoutent, et c'est important qu'on puisse tous leur apporter cette diversité. Encourageant. Je voudrais juste revenir sur l'éducation nationale. Je suis d'accord avec toi, on a un vrai problème.
on a entre autres un problème, c'est qu'il n'y a pas de parité dans l'éducation nationale. C'est que dans tout le primaire, si nos enfants ont la chance de croiser un instituteur, c'est qu'ils ont eu de la chance. C'est que globalement, il y a beaucoup d'institutrices, alors elles ont beaucoup de valeur. Le problème, c'est qu'on a une parité inversée. Et que dans des pans de métiers complets, donc on a l'éducation, on a sur les profs, alors après quand on passe aux agrégés, là on bascule dans le monde des hommes, mais sinon ce sont que des femmes. On a le problème en médecine, où on a aussi beaucoup de femmes. Et pour nos enfants et pour la culture de nos enfants, c'est problématique de n'être éduqué que par un sexe. En tout cas, que par une sensibilité. Je crois qu'on a une question. Bonjour, Laure Hamel. C'est plus un témoignage et effectivement vous remercier pour tous ces échanges et ces témoignages. En fait, avec Élodie Havenel, on a ouvert à Biorel un tiers-lieu qui s'appelle le Fabalab, qui est pour le soutien à la parentalité. Et on peut confirmer de tout ce qu'on entend des parents qui sont des salariés, qui travaillent et qui viennent nous parler le week-end, qui viennent, que ce soit dans l'espace famille ou dans l'espace des cabinets, témoigner de beaucoup de choses. Effectivement, il y a non seulement à l'école, mais je dirais même dans la petite enfance, quels sont les métiers masculins que vous retrouvez dans la petite enfance et donc l'image qui sont véhiculées. Moi, je suis coach certifiée notamment sur les secteurs de la parentalité. Donc même en psychologie, on sait que les expériences de vie de l'enfant, les toutes premières expériences lui donnent aussi l'exemple de c'est quoi la vie, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et de là découle sa logique. Donc avant même qu'il y ait des stéréotypes, c'est ce qu'on lui a montré à voir du monde. Vous parliez des écoles. Il y a des grands sujets en ce moment qui sont même sur les cours d'école. Sur les cours d'école, ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille sur le fait qu'en périphérie, les filles se trouvent parce qu'on a installé le terrain de foot au milieu. Parce que pour mettre des buts, il fallait de la place. Et voilà, il y a des choses qui se pensent, mais il y a beaucoup de sujets à repenser. Et effectivement, merci pour le côté d'inclusion et de donner envie de postuler, parce qu'il y a énormément, et ça je l'entends dans mon cabinet comme on l'entend simplement dans des échanges à l'espace café-famille, de femmes qui ne postuleront pas, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi parce que de toute façon avec les enfants, j'ose même pas dire, je vois bien le poste, j'ai vu le profil, j'ai vu l'émission, jamais de la vie on me laissera aller à la chorale de Noël, etc. Comment ça va être perçu? Ou des pères qui effectivement se disent, si j'ose dire que j'ai envie de m'impliquer, comment ça va être perçu. Donc, il y a énormément de choses à briser, mais il y a beaucoup de femmes elles-mêmes. Et juste pour en entendre aussi dans mon cabinet, des femmes managers qui ont beaucoup de travail à faire par rapport aux hommes. Combien de fois j'ai entendu mon patron a tout de suite compris mes affaires de PMA. Il m'a dit, vous savez, ma femme, on a beaucoup lutté, on est passé par là. Je comprends bien sûr aller à vos rendez-vous. Combien de femmes ont considéré qu'elles avaient fait des sacrifices pour en arriver là, qu'elles avaient dû mettre de côté pas mal de choses sur leurs enfants, leur vie de famille, et sont finalement pas tellement aptes à entendre qu'elles vont autoriser ce qu'elles n'ont pas pu s'accorder. Voilà. Merci pour ce témoignage. Alors, je vais m'adresser à la technique. Est-ce qu'on a Ayumi pour nous faire un petit mot de conclusion? J'espère. Je suis là. Coucou Ayumi. On ne te voit pas encore, mais tu vas arriver. Je vais te présenter. Hello. Hello de Bretagne. Ayumi, on est super contents. Enfin, en tout cas, moi, je suis ravie de te voir, mais comme l'ensemble des participants, je pense que tout ce qu'on a entendu, ça fait écho à plein de choses dans ce que tu fais. Peut-être en 2 mots, nous représenter qui tu es, et puis réagir à tout ce qui s'est dit pendant cette petite heure. Oui, bien sûr. Mais déjà, merci beaucoup Florence pour cette invitation. Ça me tient vraiment à cœur d'être présente, surtout en ces petits déjeuners en Normandie, car c'est une région que j'ai découverte il y a 2 ans ensemble, lors de notre événement Women in Tech organisé à Rouen. Et j'ai vu également dans la salle, je salue Manu, Véronique, Marie-Maille. Hâte de vous retrouver tous en personne bientôt. Je salue tout le travail que vous faites pour la parité des genres et pour l'émancipation des femmes, notamment dans le numérique, c'est mon domaine. Donc, j'ai créé une fondation, une association qui s'appelle Women in Tech il y a 3 ans. Parce que c'était une réalité, j'étais confrontée à une réalité que je ne pouvais vraiment pas accepter, qui était celle de la sous-représentation des femmes et la discrimination dans les domaines de STEM.
Et c'est vrai que pour moi, rester passif, ça aurait été soit accepter le fait, soit endosser le rôle de la victime. Et je pense que l'acte ultime d'intégrité, c'est vraiment l'action. Donc, j'ai imaginé cette organisation mondiale basée sur la culture de la confiance, un lieu sûr pour les femmes pour apprendre, pour partager, pour grandir. Tu vois, une plateforme vraiment pour mettre en œuvre des projets sur le terrain. Parce qu'il est bien beau et je salue d'ailleurs de parler de soucis et de challenges qu'on a. Mais après, derrière, pour pouvoir résoudre les problèmes, il faut des vrais programmes, il faut être vraiment sur le terrain pour résoudre ça. Donc, nous avons 4 focus, qui est l'éducation, donc tout passe par l'éducation, l'entrepreneuriat féminin, surtout dans la tech, nous sommes moins de 15% aujourd'hui, l'inclusion sociale. Alors, c'est sûr que quand on est une femme, c'est déjà, on a du mal, mais si, encore une fois, c'est dans une autre ethnie, dans un environnement déprivilégié, les chances sont 0,5% d'y réussir. Et bien sûr, l'innovation, parce qu'il faut aussi essayer de stimuler les femmes à l'innovation, parce que si on veut que la technologie puisse refléter la société telle qu'elle est, ça veut dire à 50% femmes et hommes, il faut qu'on puisse aussi être là dès le départ, pouvoir concevoir des choses pour nous-mêmes. Donc aujourd'hui, notre communauté, on compte 60 000 membres sur 6 continents. On a 22 chapitres partout dans le monde. Et même si nous n'avons pas de financement, nous essayons de faire de la magie avec ce que nous avons. Et donc, nous avons des bénévoles, plus de 200 bénévoles dans le monde entier qui sont là pour donner des cours tech, des accélérateurs, des incubateurs, du mentoring. Et notre but ultime, notre promesse, c'est de pouvoir émanciper 5 millions de femmes d'ici 2030 en répondant à 5 ODD, donc l'éducation, l'égalité des sexes, le travail décent et la croissance économique et bien sûr la réduction des inégalités. Mais revenant à votre table ronde que j'ai beaucoup aimé, je pense que moi-même, je suis un peu l'incarnation de la diversité. Je coche toutes les cases possibles, imaginables. Donc, je suis immigrée, je suis métisse, j'ai mère des 4 enfants et je suis femme entrepreneur. Donc, la discrimination, j'ai vécu par toute mon existence. Donc, quand j'étais en Afrique du Sud pendant l'apartheid, j'étais ni blanche, ni noire, ni on ne savait pas trop asiatique, mais parce que je suis moitié japonaise, moitié brésilienne. Ensuite, on devait avoir des classes pour des filles et des classes pour des garçons. Donc, j'ai appris à balayer, même pas l'aspirateur, hein, c'était vraiment le balai. On a appris à cuisiner, on a appris à coudre, pendant que les garçons ils faisaient du travail d'ordinateur, du bois et du métal. Ensuite, on ne pouvait pas faire les mêmes sports que les garçons. On ne pouvait pas monter sur un bateau parce qu'on était des filles. Et on a dû se battre pour pouvoir avoir le droit de monter sur un bateau, de faire les premières équipes d'aviron féminines. Et justement, on était tellement motivés pour ne pas être dans ce rôle de victime que nous avons gagné les championnats sud-africains quand on avait 15 ans. Et c'est vrai que ça forge toute une vie, parce qu'on s'est dit que si on doit être là pour prendre l'action, pour être la première, parce que si on reste dans ce rôle de victime, on ne fait rien ne va changer. Et chacun de nous, on peut vraiment faire quelque chose pour changer. Et si on change tous ensemble, c'est comme ça qu'il faut avoir un mouvement global et qu'on peut changer les choses, parce que ce problème-là, c'est pas qu'en Afrique du Sud ou en France, c'est vraiment partout dans le monde. Il n'y a pas un pays dans le monde où nous avons réussi à avoir la parité de sexe. Aucun. Donc, tout reste à faire. Et bien sûr, avec les Covid, nous avons perdu des années de parité que nous avons gagné, parce qu'il y avait beaucoup plus de violence conjugale, il y avait beaucoup plus de gender divide. Pardon, digital divide, donc la division digitale, où il y avait beaucoup plus dans les foyers modestes, les filles ou les femmes étaient celles qui avaient moins accès à l'ordinateur, au Wi-Fi, à un téléphone portable. Donc, tout ce qu'on a pu gagner pendant 20 ans, nous avons perdu autant. Donc, c'est vraiment maintenant pour pouvoir créer ce monde d'après, que ce soit un monde plus équitable, plus inclusif et meilleur pour l'humanité, parce que je pense que les droits des femmes sont les droits de l'homme tout ensemble, de l'humanité, et on est tous là pour gagner. Voilà, merci beaucoup pour cette chance, pour cette invitation, et je vous salue tous. Merci beaucoup. Merci Ayumi, à bientôt. Avec plaisir. Le mot de la fin, Dimitri Deneuve, donc maire du village Basséa, et Florence Pavageau.
Eh bien, merci. Je pense qu'on a eu des échanges vraiment de qualité. Vous connaissez maintenant le village et je tiens à remercier les partenaires, les startups, les amis de notre écosystème parce que, vous le savez, ici, on accompagne des startups, on est en mode open innovation, mais surtout, on veut faire bouger les choses et on veut faire bouger les lignes. Et pour faire ça, on le fait ensemble. Et voilà, je tiens à saluer l'ensemble du travail qu'on peut faire avec nos partenaires, avec La Poste, avec Sonia, effectivement, Philippe, naturellement Andrea, et aussi l'ensemble des startups. Et continuons, je crois que c'est l'ouverture. Ça y est, on a passé un peu ce cap qu'on a connu difficile et ouvrons effectivement, faisons bouger les lignes. Et aujourd'hui, c'est un des premiers petits déjeuners d'ouverture. On va continuer à travailler. Le sujet de la parité, c'est un sujet qui nous tient à cœur au village, mais aussi dans l'ensemble de notre écosystème. Et je tiens vraiment à vous remercier d'être présent et de faire bouger les lignes avec nous. Et je vais vous dire à très vite, pour de nouveaux petits déjeuners et de nouvelles façons, effectivement, de faire bouger les lignes ensemble. Merci à vous. Moi, je vais être très brève pour vous remercier infiniment. Je pense que c'était vraiment très intéressant. On aura les captures d'écran. Je pense que c'est intéressant qu'on les passe. En tout cas, nous, à La Poste, si vous nous y autorisez, on va s'en servir. Tout était important. Et moi, je retiens l'action. L'action. Et vraiment, je pense qu'il n'y a que ça qui fera bouger. J'ai bien compris qu'on était sur quelque chose de naturel, etc. Mais il faut vraiment que ça bouge parce que Ayumi l'a dit. Moi, je suis très sensible à ce qu'elle a dit sur ce qu'on vient de se prendre pendant 12 mois. Et et sur ce que ça représente pour certaines femmes aussi. Donc, ce retard, en fait, que là, du coup, on se prend, il faut voir comment on peut retrouver l'élan. J'ai noté vraiment le sujet sur l'éducation. C'est un sujet qui nous tient à cœur. On l'avait eu aussi sur la tech quand on avait fait nos tables rondes en se disant mais comment on va chercher les petites filles, quoi. Comment on fait? Alors oui, l'éducation nationale, mais ils ne pourront pas tout faire. C'est quoi la responsabilité des parents? Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises? Comment on peut travailler là-dessus? Donc il y a plein de sujets qu'on peut aussi évoquer. Je me dis qu'il y a plein de travail. Ça donne plein d'idées. Moi, j'ai toujours beaucoup d'idées. J'en ai une là, c'est de se dire pourquoi on ne ferait pas des assises, un événement sur la parité en Normandie, avec peut-être des actions à court terme à porter. Donc, si vous en êtes d'accord, j'aimerais bien avec Dimitri vous solliciter pour avancer et proposer des choses dans notre belle région. Et merci encore à vous. Merci à l'ensemble des équipes aussi qui ont tout préparé, que ce soit le village, La Poste et puis naturellement MTCA. Et puis, pour la prochaine fois, rejoignez-nous pour faire bouger les lignes. Merci beaucoup et bonne journée. À très vite.